Qu'est-ce qu'il est important de savoir sur la micro-entreprise? Je pense notamment donc à l'aspect administratif, qui est assez léger, à la notion de charges sociales et des aides éventuelles auxquelles on peut avoir droit, des seuils de la TVA et aussi du versement libératoire. Il y a tous ces sujets qui sont importants et parfois dont on n'a pas conscience, mais qui jouent un rôle. Je prends mon cas par exemple, lorsqu'on s'est rencontrés la première fois, je ne bénéficiais pas du versement libératoire. En tout cas, je n'avais pas choisi cette option parce que voilà, j'avais d'autres chats à fouetter, je n'avais pas creusé le sujet. Et tu m'as expliqué, donc tu m'as démontré, en montrant le calcul, que ça allait me coûter 6 000 € d'impôt en plus, cette erreur. Donc, parce que je n'avais pas coché la bonne case. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différents points qui sont importants en termes de vigilance à avoir sur ce sujet-là, sur le sujet de la micro-entreprise? Oui, alors effectivement, c'est le statut numéro 1 aujourd'hui. Parce que c'est un statut qui est très simple. C'est le principe de base de ce statut-là, c'est que c'est très simple. On se lance très rapidement, c'est sur Internet, ça prend 5 minutes, 10 minutes, c'est gratuit. Pareil, la clôture est gratuite et c'est rapide. C'est un statut qui a été lancé au démarrage pour tester une activité qui fonctionne très bien. Qui a été lancé aussi pour travailler en activité secondaire. Je suis salarié la semaine, le week-end, je bricole, je fais des choses et je veux légaliser ce que je faisais avant peut-être non déclaré ou gratuitement. Donc là, ce statut, il fonctionne très bien pour ça. Et c'est un statut qui a été créé à la base pour ça, avec des seuils assez bas qui ne permettaient pas forcément d'en faire une activité principale. Depuis 2 ans maintenant, les seuils ont été augmentés et on peut avoir ce statut-là jusqu'à 70 000 € de chiffre d'affaires. 70 000 € c'est pour du service, qui est beaucoup. C'est-à-dire 70 000 € de chiffre d'affaires, aujourd'hui, ça peut être une activité principale et on peut bien gagner sa vie. Donc aujourd'hui, il y a clairement des gens qui ont ce statut-là en statut principal, même en statut unique, et qui peuvent le garder sur plusieurs années et ça peut bien fonctionner, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Quelques chiffres sur ce statut. Donc, c'est un statut effectivement qui est limité à 70 000 € de chiffre d'affaires, mais il faut dépasser 2 années de suite pour sortir du statut. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, je dis aujourd'hui, ça veut dire que peut-être que les choses peuvent changer. Hein. Si vous voyez le podcast en 2025, peut-être que les choses auront changé, et d'ailleurs sûrement que les choses auront changé. Mais aujourd'hui, si je fais une année 100 000 € de chiffre d'affaires, je reste l'année suivante en micro-entreprise. Et si l'année suivante, je fais moins de 70 000 €, donc si je fais 69 500 € de chiffre d'affaires, je reste encore une année de plus en micro-entreprise. Il faut vraiment que je dépasse 2 années de suite les 70 000 €. Donc ça permet, 70 000 €, déjà, je trouve que c'est un seuil qui est assez haut pour du service. Mais en plus, on a une marge de manœuvre, on a une tolérance. Donc si une année, je fais 100 000 €, l'année d'après, il faut que je fasse attention de revenir en dessous de 70 000 € et je peux rester finalement ad vitam aeternam sur ce statut. Ce statut-là, le principe de base, c'est que je suis une seule chose, c'est mon chiffre d'affaires. Et je paye en fonction de mon chiffre d'affaires mes charges sociales. Le taux de charge sociale, c'est 22% de mon chiffre d'affaires. Donc, j'encaisse, et là on est sur un principe d'encaissement, j'encaisse 10 000 €, je paye 2 200 € de charges sociales, donc pour ma protection sociale, maladie, prévoyance, retraite, et c'est tout. Tout ce qui reste, c'est pour moi. Tout ce qui reste, c'est pour moi, sachant que sur ce qui reste, peut-être que j'ai des frais que je vais payer à titre perso. Mes frais, ça va être mes frais de déplacement, ça va être mon assurance, ça va être mon ordinateur, tout ce que j'ai à acheter que je paye à titre personnel. Donc, si j'ai pas beaucoup de frais, finalement, j'enlève 22%, quelques frais, mais pas grand-chose, et ce qui reste, c'est dans ma poche. Donc ça, c'est le principe de base. Il y a quand même la notion d'impôt sur le revenu, même oui. Si ça touche tout le monde, on est d'accord. Exactement. Donc, ce qui reste, c'est dans ma poche, hors impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, j'ai 2 possibilités. Donc, soit, pareil, je pars du chiffre d'affaires, donc je déclare mon chiffre d'affaires, et les impôts vont partir du chiffre d'affaires. Les impôts, ils prennent un abattement de 34%. C'est-à-dire qu'ils se disent, quand j'encaisse 10 000, je ne touche pas 10 000 dans ma poche. Déjà, j'enlève 22% de charges sociales, et puis j'ai quelques frais. Donc, ils enlèvent 34%, ce qui est bien calculé, parce que en vrai, j'ai 22% de charges sociales, quelques frais, et si j'ai 2-3% de frais, c'est peut-être beaucoup pour un freelance qui travaille à la maison. Donc, en fait, les 34%, ils m'enlèvent plus que ce que ça me coûte. Et mon chiffre d'affaires moins les 34%, c'est ma base imposable. Donc, si j'encaisse 10 000,
on va m'enlever 34% et je vais être imposé sur 6 600 euros, comme si j'étais salarié et que je gagnais 6 600 euros. Et ensuite, je vais payer des impôts dessus. Donc, ça rentre dans mon imposition classique avec ma conjointe, mon conjoint, avec mes parts si j'ai des enfants, et ça rentre dans mon foyer fiscal. Et je vais payer les impôts dessus. Voilà, classiquement. Donc, ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, et qui est souvent assez intéressante, c'est le versement libératoire. Le versement libératoire, c'est qu'on va dire, au lieu que ça rentre dans mon imposition classique, je vais payer 2,2% d'impôt à la source finalement supplémentaire, donc 2% de mon 2,2 de mon chiffre d'affaires, et j'ai payé mes impôts. Donc ça, c'est intéressant, surtout si je commence à avoir un chiffre d'affaires assez intéressant, c'est qu'en fait, en termes d'impôt sur le revenu, souvent, on est bien au-delà de 2%. Donc, pour les gens non imposables, là, clairement, il faut plutôt être sur l'abattement parce qu'on ne va pas payer d'impôt. Pour les gens qui sont imposables, et plus l'imposition augmente, il faut opter pour le prélèvement libératoire, pour le versement libératoire. Sauf que le versement libératoire, il y a une condition, c'est qu'il faut que sur l'année fiscale N-2, son revenu fiscal de référence soit inférieur à 27 000 euros. Ça veut dire qu'en 2020, cette année, si je veux avoir le versement libératoire, il faut qu'en 2018, mon revenu fiscal de référence, donc c'est le revenu de mon foyer, était inférieur à 27 000 euros par part. Alors, ce revenu fiscal de référence, on peut le voir sur le site impôt.gouv.fr, je ne dis pas de bêtises. Oui. Il est visible où pour que les gens qui nous écoutent se disent « Ok, je peux aller le voir sur le site » et à quel endroit ils doivent chercher pour trouver cette information? Alors, on le voit sur le site impôt.gouv personnel. Donc, en fait, c'est l'année N-2. C'est-à-dire que là, on est en 2020, c'est les revenus de 2018 qui ont été déclarés en 2019. Donc, sur la déclaration de revenus de 2019, donc sur les revenus 2018 déclarés en 2019, on voit ce revenu fiscal de référence. D'accord. Et tu disais que donc, dès qu'on commence à faire du chiffre d'affaires, ça va être intéressant. Est-ce que tu peux nous donner le seuil à partir duquel le versement libératoire, c'est le choix à faire? Alors, déjà, il faut valider qu'on puisse y avoir droit, parce que 27 000 euros, ce n'est pas non plus un montant de revenu exceptionnel. En fait, finalement, dès qu'on est imposable, dès qu'on paye plus de 500 euros d'impôt, finalement, c'est intéressant de prendre ce versement libératoire. D'accord. Donc, en termes de chiffre d'affaires, tu peux nous donner un chiffre, même une fourchette à partir de laquelle ça… Alors, en chiffre d'affaires, c'est compliqué parce que là, on parle de revenus imposables, donc ça va dépendre du foyer fiscal. Donc, moi, je me dis, dès qu'on a plus de 25-30 000 euros de chiffre d'affaires, ça peut être intéressant. Après, c'est un calcul à faire parce que si j'ai 25 000 euros de chiffre d'affaires et que je suis tout seul, là, ça sera intéressant. Si j'ai 25 000 euros de chiffre d'affaires, mais que j'ai 3 enfants et que ma femme ne travaille pas, et là, ce ne sera pas forcément intéressant parce que je ne serai pas imposable. Donc, il faut prendre aussi, et c'est toujours compliqué quand on parle d'imposition sur le revenu, c'est que on ne prend pas en compte que les revenus de notre activité non salariée, on prend en compte tous les revenus du foyer fiscal, et il peut y en avoir beaucoup, les parts fiscales et les éventuelles aides qu'on peut avoir. Si j'ai des enfants, je peux avoir une nounou, donc je peux déduire que je paye à la nounou. Enfin, l'imposition sur le revenu, c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe. Donc, je ne peux pas donner une réponse noire ou blanc, mais dès qu'on fait plus de 20-25 000 euros de chiffre d'affaires, ça vaut le coup de se poser la question. Ok. Tu disais tout à l'heure que si on dépassait 2 années de suite, donc la limite des 70 000 euros de revenus de chiffre d'affaires en micro-entreprise, oui. on allait devoir changer de statut. Est-ce que tu peux nous donner quelques petites astuces au niveau des… imaginons que là, voilà, je fais une très bonne année 2020, en 2021, je fais encore mieux, donc je dépasse à chaque fois. Quelles sont les démarches administratives que je vais devoir engager pour pouvoir dire, OK, finalement, je vais me mettre plutôt en SASU ou plutôt en EURL, ou est-ce que finalement, si je fais rien du tout, le statut va m'être imposé en 2022 du coup? Alors effectivement, si tu fais rien, ton statut va être imposé et ton statut, ça sera une entreprise individuelle au réel. Donc, il faudra faire un vrai bilan, tu vas déduire tes charges. Moi, je ne conseille pas forcément de rien faire parce que déjà, rien faire, ça veut dire que les impôts vont identifier, mais
ils vont avoir un peu de retard parce qu'ils vont s'en rendre compte plus tard. Au niveau des charges sociales, c'est pareil, tu vas plus les payer en fonction de ton chiffre d'affaires, mais en fonction de ton résultat. Donc, ton organisme de charges sociales, le SSI, va identifier, mais tardivement. Donc, ce qu'on conseille, nous, c'est plutôt de prendre les devants plutôt que d'attendre qu'il se passe quelque chose. Et en plus, prendre les devants, ça te permet de faire le choix et de te dire, est-ce que l'entreprise individuelle, c'est vraiment le bon statut, c'est le statut qu'on te met par défaut si tu fais rien, et est-ce que c'est pas plus intéressant de passer en société? Et nous, ce qu'on conseille souvent, c'est plutôt à ce moment-là de passer en société, parce que ça veut dire déjà que tu es sur des beaux chiffres d'affaires, plus de 70 000 euros, 2 années de suite, c'est des beaux chiffres d'affaires, donc peut-être que tu as des frais importants, et que tu veux séparer ton patrimoine pro et perso, et que tu veux montrer que tu as vis-à-vis des partenaires, tu veux montrer que tu as les reins solides. Donc là, pour le coup, ça peut être le moment où tu peux passer en société. Et c'est souvent, nous, ce qu'on constate, nos clients qui sont en micro-entreprise, qui soit ils font en sorte de ne pas dépasser les 70 000 euros, c'est pas compliqué, hein, tu arrêtes de bosser au mois d'octobre. Enfin, je caricature un petit peu, mais ça peut être ça. Alors, justement, à ce propos, le calcul du chiffre d'affaires, il se fait au moment, pas où j'émets la facture, mais au moment où je reçois l'argent en micro-entreprise. C'est exactement ça. Donc, c'est ce que tu encaisses du 1er janvier au 31 décembre. Donc, effectivement, je vois ta question. Tu peux ajuster une année, ton mois de décembre, tu ne factures pas ton client en décembre, mais tu le factures en janvier, il paye un peu plus tard et tu décales ton chiffre d'affaires. C'est du décalage. Tu peux décaler un mois, difficilement plus. De temps en temps, je vois des gens qui me disent je décale tous les ans un mois. Du coup, à un moment donné, ils vont décaler 6 mois dans l'année. Enfin, sur ça, on ne le conseille pas forcément. On est un peu limite abus de droit. Si tu t'amuses à décaler toutes tes factures du dernier trimestre, voire du deuxième semestre à l'année d'après, on est un peu limite. Mais effectivement, tu as une petite variable sur un mois et demi, 2 mois si tu veux. D'accord. Deuxième point intéressant, au niveau des charges sociales, il existe plusieurs aides aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu un aperçu des aides et comment est-ce qu'on fait pour les démarches, pour les avoir, nous guider sur le processus à suivre? Oui. Donc, quand tu parles des aides, j'imagine que tu parles de l'ACRE. Exactement. Si vous voulez écouter l'épisode en entier, le lien est dans la description. À très vite.